Oui. Il y a aussi toute cette dimension-là que j'ai bien vécue, moi, c'est qu'à un moment donné, ce qui te gêne pour réfléchir intelligemment en politique, c'est la trouille. Et la trouille, il faut pas oublier que la trouille, c'est physique. On te menace physiquement, tu vois. On crée de l'insécurité, tu vois. Or, ça, c'est ce qu'on appelle la racaille ethnique, a toujours été utile à ça pour le PS, puisqu'on est quand même finalement dans la continuation du PS. C'est l'utilisation de la racaille ethnique dans le contrôle de la rue. Ou d'ailleurs, là, il faut pas mentir, l'extrême droite est infiniment moins violente que l'extrême gauche de ce point de vue-là, et d'ailleurs est bien plus bloquée par la justice. C'est-à-dire que si tu fais la moindre connerie en étant estampillé extrême droite, tu as la loi sur le séparatisme, l'association de malfaiteurs et tout ce que tu veux, tu pars direct au trou. De l'autre côté, tu peux te permettre d'incendier des bagnoles avec les flics dedans, d'appeler au viol, comme ça a été d'ailleurs dans le clip de rap. Il faut rappeler quelque chose, c'est que là, on a le résultat donc, des élections qui montrent le nouveau Front populaire gagnant. Beaucoup de personnes étaient inquiètes, on va dire, des militants d'extrême gauche qui pouvaient sortir potentiellement dans la rue pour imposer le no passaran, mais c'est Darmanin qui a dissous sur uniquement des groupes d'extrême droite, dits d'extrême droite, c'est-à-dire le GUD et aussi des groupes, les Remparts de Lyon, etc., juste avant d'arriver au second tour des élections. Et c'est uniquement l'extrême droite qui s'est retrouvée dissoute, et non pas des collectivités d'extrême gauche. Ben ça, c'est toute l'histoire des Black Blocs dont les gens se disent mais comment ça se fait que ces casseurs, quand on connaît le travail d'efficacité des renseignements généraux, même s'ils ont été débaptisés, mais c'est les Français qui ont inventé la police d'État à partir de Napoléon. On était les meilleurs du monde là-dedans. On a formé des tas de polices de républiques bananières partout jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, les gens se posent la question, les Black Blocs et tout ça, ces casseurs de gueule, ces casseurs de rue et de mobilier urbain sont entièrement sous contrôle, évidemment. Sinon, il suffit de faire du préventif, puisqu'on sait qu'ils sont les meneurs, ils communiquent tous par des téléphones portables. Enfin, je veux dire, les loger, c'est très facile. Donc, on voit très bien qu'il y a aussi cette dimension de violence radicale qui est un des outils de domination du pouvoir, alors qu'en face, ce parti qu'on traite d'extrême droite et de nazis, avec la référence que les nazis ont pris le pouvoir aussi dans la rue, il suffit de lire Combat pour Berlin, à l'époque d'ailleurs c'était contre les communistes, hein. Et d'ailleurs si les nationaux-socialistes ont gagné contre les communistes, c'est parce que la base communiste a fini par passer au national-socialisme, tu sais, ils ont changé de chemise, beaucoup, même s'il y a eu beaucoup de violence de rue, hein. Mais bon, ça, il faut s'intéresser à ces séquences historiques qui sont très intéressantes parce qu'on est quand même dans une période effectivement d'avant-guerre, une période de blocage qui fait que quand on bloque institutionnellement, l'espoir de plus en plus et le possible devient le processus révolutionnaire radical. C'est que ça aussi, il faut quand même le dire, quand on constate que tout est absolument bloqué, à un moment, et puis que la crise continue à s'aggraver, parce que ce qui permettrait de ramener la paix en France, eh ben, ça serait la réussite économique d'une certaine manière. L'emploi, tu vois, les services publics. Or, on n'y va pas du tout, puisqu'avec l'aggravation de la dette, et il faut de plus en plus, comment dire, affecter le produit de l'impôt au paiement des intérêts de la dette. Or, je te rappelle que la totalité de l'impôt sur le revenu du travail en France couvre à peine les intérêts de la dette annuelle, hein. C'est-à-dire que tout l'argent, c'est pour ça qu'il y a un effondrement de l'État-providence, évidemment, hein. Et que tout ce qui a été mis en place depuis 73-74, c'est d'augmenter le coût de l'argent qu'on est obligé d'aller chercher sur le marché privé. Plus tu augmentes le coût de l'argent, plus les projets de développement coûtent cher en termes de remboursement bancaire, et plus tu es obligé de les réduire, hein. Donc voilà, si aussi on a un effondrement de l'hôpital, les retraites, etc., c'est lié à cette logique de la dette. Et je rappelle que le pouvoir bancaire qui paye les politiques, la première exigence que doit, la première fonction à laquelle la première chose que doit faire un politique qui est payé par le pouvoir bancaire, c'est aggraver la dette, donc l'argent des banques et le pouvoir bancaire, par ses décisions politiques. C'est-à-dire que dans cette logique du pouvoir de l'argent au-dessus du pouvoir politique, un homme politique, s'il veut rester en place, doit aggraver la dette. C'est-à-dire que c'est même pas une erreur de gestion. Tu sais, on se dit pas le maire ne comprend rien. C'est que le mec, il est en place pour ça. Parce que si d'un seul coup, il règle le problème de la dette, n'oublie pas que tous les pays qui ont été déclarés axes du mal, Iran, Russie, Libye à l'époque, étaient des pays qui n'étaient pas dans la dette. C'est-à-dire qu'ils n'avaient zéro dette. Le travail fondamental qu'a fait Poutine sur ces 20 années, ces années de pouvoir, il a ramené la dette russe à zéro, hein. Il faut comprendre toujours, un homme politique qui se retrouve diabolisé à l'international et dont on veut détruire le régime politique, est en général un type qui s'est affranchi de la dette. Tu regardes l'Irak, tu regardes la Libye, tu regardes la Russie, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir de la dette et sur la dette. Or, aujourd'hui, un homme politique étant payé par la banque, l'intérêt de la banque étant
d'aggraver la dette, puisqu'elle vit de ça et qu'elle renforce son pouvoir. C'est même plus une question d'argent à la fin, c'est une question de pouvoir pour le pouvoir. Absolument, et je me Donc, permets d'ajouter quelque chose parce que vous en aviez parlé plus tôt et vous avez fait plusieurs analyses avec les années sur surtout en fait la création des nouvelles générations politiciennes, c'est-à-dire les fameuses promotions que l'on voit, c'est-à-dire qu'on voit des hommes politiques qui peuvent être de partis différents mais qui viennent de même promotion de l'ENA par exemple, et qu'il y avait même pour Sciences Po justement en fait toute une idéologie derrière Richard Descoings, c'était la fameuse double vie, les deux bagues. Il y a aussi des mœurs qui sont transmises, c'est-à-dire en fait une vision et un rapport au monde qui est vraiment très précis et qui conditionne toute une élite politique qui après va s'implanter dans le pouvoir français. Et ça, c'est quand même important de s'en souvenir pour comprendre comment après un pouvoir peut se modifier, oui, une structure c'est politique comme peut ça se qu'on comprend que tous les leaders de l'Union européenne actuelle, même quand on remonte en Scandinavie, prennent tous des décisions contraires à leurs intérêts sur l'OTAN et sur l'Ukraine. modifier. Parce qu'en réalité, ils prennent le risque d'aggraver les tensions avec les Russes qui n'ont pas du tout besoin d'être en tension avec eux. Mais c'est parce qu'en fait, cette jeune génération, c'est souvent des femmes d'ailleurs dans les pays scandinaves, ils sont tous Young Global Leaders. On voit qu'ils ont tous. Ça a commencé chez nous déjà avec Barroso. On se souvient d'ailleurs du film qu'avait fait Polanski qui lui a tiré des ennuis quand il avait fait Ghost Rider, tu sais, où il avait Absolument, oui. montré le parcours de Tony Blair, tu vois. Mais à l'époque, c'était uniquement des types qui étaient d'ailleurs, c'est marrant, c'est ce que dit Poussard. Il dit aujourd'hui les deux formations qualifiantes pour la politique, c'est l'atelier théâtre et la boîte à chocolat. À l'époque, les mecs avaient déjà l'atelier théâtre. C'était des acteurs, t'as vu? Ils sont tous passés par le fait de monter sur les planches. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils jouent des rôles, quoi. Ils jouent des rôles et c'est déjà. Et en plus, derrière la boîte à chocolat, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a cette deuxième dimension, qui sont quand même deux dimensions de soumission totale à ceux qui les payent. C'est ça que ça veut dire. On est dans une logique de soumission. Un acteur, c'est un imbécile qui, n'ayant pas de personnalité propre, peut jouer tous les rôles. C'est-à-dire que sinon, on fait autre chose. C'est pour ça, quand on s'étonne que De Niro dise que des conneries sur Israël, je dis un acteur est un type qui dit des textes écrits par d'autres. Et pour qu'il puisse bien le faire, il faut qu'il soit relativement vide intérieurement. Parce que s'il a réellement une personnalité forte, eh ben, il ferait autre chose, tu vois. Donc voilà.